Bonjour Mona Interman. Bonjour Marie-Hélène. Merci de prendre le temps de la rencontre avec cultureactu.com au festival Le Livre à Metz pour évoquer votre ouvrage « Une journaliste ne devrait pas dire ça », publié chez Hugo Doc. Un titre qui se termine par un point d'interrogation et nous allons y revenir pendant notre entretien. Si j'ai demandé à vous rencontrer, c'est pour partager avec mes auditeurs votre carrière aux multiples facettes qui touche à la fois le métier de reporter de guerre sur tous les terrains, un métier que vous avez exercé à une époque où les femmes ne partaient pas comme aujourd'hui. C'est aussi parce que vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est devenu aujourd'hui l'ARCOM, et que cette responsabilité vous a apporté un regard de l'intérieur de l'appareil médiatique. Alors pour revenir un petit peu au titre de votre ouvrage, je me suis demandé si le point d'interrogation n'était pas révélateur de votre volonté de vous interroger sur le monde qui vous entoure, de cette volonté de compréhension qui est née dans votre enfance, que vous avez passée sur l'île de la Réunion. J'ai lu que vous posiez beaucoup la question pourquoi quand vous étiez petite. Oui, c'est une façon de se sortir d'un cercle où on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Pourquoi ma mère se faisait si maltraiter par mon père déjà? Il lui avait fait 11 enfants sans jamais l'épouser à l'époque, c'était quand même pas simple, et il la battait. Pourquoi sa famille la rejetait? J'ai bien compris que c'est parce qu'elle était d'origine bretonne, que mon père était indien, donc d'une autre couleur, d'une autre religion. Pourquoi les voisins nous regardaient de travers, alors qu'eux-mêmes étaient plongés comme nous dans la pauvreté, mais liés justement à la situation de ma mère? Pourquoi le monde était si injuste? Et c'est pourquoi là, m'ont accompagné et m'accompagne toujours. Et c'est ça qui me garde l'esprit toujours alerte. Vous vous questionnez en permanence? Ah oui, moi je suis quelqu'un qui n'est pas tranquille. Ouais. J'aime beaucoup l'aspect paisible de paysage, par exemple. Mais devant une situation, même quand je regarde la télé, je pose beaucoup de questions. Si bien que je suis une très mauvaise compagne d'émissions télé. Parce que mon mari et mon fils me disent: «Oh, mais écoute, arrête, regarde, et puis après on en parlera». Mais je sais tellement comment on peut fabriquer. Oui, tout à fait. On va en reparler aussi. Alors, vous débutez votre ouvrage en évoquant votre reportage en mars 1985 où vous vous trouvez avec des réfugiés dans le sud-est asiatique et vous évoquez leur silence devant votre micro. Et puis vous vous interrogez, encore une fois, comment prendre la parole à leur place. Quel chemin avez-vous trouvé? En tâtonnant. Oui. Mais c'est vrai que ce reportage à Pulau Bidong en 1985, dans une île de la désolation, où tous ces pauvres gens avaient été ballottés sur la mer de Chine, avaient fui le Vietnam, avaient fui leur maison, n'avaient plus d'horizon, essayaient de trouver un autre lieu de vie. Ils ne baissaient pas la garde, mais il y avait tant de misère. C'était pour beaucoup soit des hommes déjà bien âgés, soit beaucoup d'enfants, des femmes muettes. Et j'ai compris pourquoi. Il y a eu un rapport du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Grâce à l'ONU, j'étais allée sur place en reportage, et il y a eu énormément de viols en mer de Chine. Simplement, à l'époque, c'était pas du tout un sujet dans l'air du temps, parce que ça faisait sale et ça salissait la personne qui en était victime. Comment voulez-vous avoir la force et le courage de porter ce sujet sur la place publique si vous vous sentez si seul? Ça m'avait interloquée parce que une année avant, j'avais été en reportage en Libye, et je savais ce que ça pouvait dire, mais moi, je m'en étais sortie. Toujours lors de ce reportage, vous évoquez la petite fille de l'île aux serpents Oui. qui vous suit partout. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le regard du journalisme masculin soit similaire à celui du journalisme au féminin dans le traitement de l'information? Je me suis pas posé la question de savoir si j'allais faire différemment de mes collègues hommes. Je voulais faire à ma façon. Et j'ai eu beaucoup de chance de ne pas être quelqu'un de formaté. Il faut des écoles. Il se trouve que moi, je n'ai pas eu la chance de faire une école, vu que j'étais à La Réunion, il fallait que je gagne ma vie. J'ai fait une maîtrise de droit, un master, comme on dit aujourd'hui. Et j'ai fait à ma façon, avec mes yeux, avec mon passé, avec mon enfance qui avait été quand même assez malmenée dans cette pauvreté, ce contexte d'une famille vraiment disloquée. Et quand je voyais un enfant qui visiblement avait souffert aussi, alors ça me rapprochait des enfants. Une autre petite fille m'avait vraiment un peu décroché du reportage sur lequel j'étais. C'était de l'Amérique du Sud. Elle était là, allongée, épuisée, visiblement morte de fatigue sur son tas de goyaves. C'était un voyage de François Mitterrand. J'avais lâché le troupeau officiel. Cette petite fille m'accompagne, et l'autre petite fille aussi. Et il se trouve qu'elles avaient à peu près le même âge que ma fille Élodie. Et souvent, souvent, et j'en parle avec mes enfants, je me dis je me demande ce qu'elles sont devenues. Oui, c'est toujours encore pourquoi, où, Pourquoi, oui, qu'est-ce qui se passe. et c'est toujours, c'est malgré tout en lien avec son histoire personnelle. Mais on ne fait que ça Oui, toute sa vie. oui. C'est de revisiter sa propre histoire. Et le temps passe. Et à mon âge aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup plus
plus de considération, au sens où le mot considération vient du mot respect. Pour les gens de mon enfance, il y avait beaucoup de femmes qui étaient vraiment dans des situations de grande violence. Aujourd'hui, on parle de situations de violence faites aux femmes. Oh, mais si vous saviez ce que j'ai vu, C'est pas nouveau. ce n'est pas nouveau, rien n'est nouveau. Mais avec le temps, on prend encore plus, on mesure encore davantage. D'abord, le chemin parcouru, de ce qui reste à faire, mais de la douleur des gens. Ça m'accompagne, oui. Et surtout, cette peur qui devient plus grande maintenant, de me dire, mais je serais devenue quoi? Encore une question. Si je n'avais pas été à l'école. Oui. Parce que l'école, ça paraît absolument une chance banale aujourd'hui de dire, oh ben on va mettre les enfants à l'école, on va les inscrire. Mais c'était pas banal dans mon enfance. Je fais partie de la première génération que les mamans ont eu le courage de mettre à l'école. Certains enfants, voilà, sur 10 enfants, 11 enfants, ma mère en a eu 11, 4 morts vraiment de pauvreté. Ouais. Alors on s'est dit, elle a dû se dire, je vais en mettre. Et comment elle a eu cette intuition que l'école allait changer ma vie? Ne serait-ce que pour ça, je lui dis merci chaque jour. Merci. J'ai fait beaucoup de visites en prison, moi. Et je ne sais pas ce qui m'y a poussé, peut-être justement cette peur de me dire, et si tu avais été là, je serais sûrement sortie des rails. Je n'aurais pas été quelqu'un qui aurait accepté qu'un mec me fasse 10 gosses, 11 gosses comme ma mère. Et puis de vivre ensuite de la pauvreté. Je serais devenue voleuse. Il n'y a pas un titre de gloire à ça. Il y a une explication. Une compréhension. Ah oui, oui, je suis souvent au contact d'enfants abandonnés, des enfants qui n'ont plus de parents, ou des enfants qui ont des parents qui s'en occupent pas. Je ne veux pas dire que des enfants qui ont des parents qui font l'effort de s'en occuper sont moins attirants, mais je me dis au moins ils ont de l'amour, au moins on va s'intéresser à eux, et c'est difficile d'être parent. Mais moi je n'ai pas eu cette chance-là, sauf ma mère qui m'a envoyée à l'école, qui nous a sûrement aimés. J'ai mis longtemps à me dire qu'elle nous a probablement aimés, mais si elle-même a subi tant de violence et peut-être même le viol, faut s'en sortir, hein. Alors justement, je vais juste revenir, brièvement parce que vous évoquez dans votre livre le souvenir de la tentative de viol dont vous avez été victime, à 32 ans au cours d'un reportage pendant lequel vous croisez le chemin, du dictateur libyen Kadhafi. Au regard de vos différentes expériences professionnelles et pour revenir au métier, est-ce plus facile d'être un journaliste homme que femme? Alors, si je me place un peu de côté pour regarder, notamment à travers ma propre expérience, a priori, pour un homme, c'est plus simple parce qu'il sera moins vulnérable dans son intégrité physique. Maintenant, face à la guerre où les armes Ah sont oui, là, c'est aussi létales pour un homme que pour une pour une femme, femme, bien sûr. là, on est à égalité. Et c'est Oui, pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour rendre hommage à mes collègues techniciens ou reporters d'images qui ont subi les mêmes risques que moi. bien sûr. Mais une femme, j'ai une fille et un garçon. Si ma fille est dehors à minuit, j'ai beaucoup plus peur que pour mon garçon. Voilà. Alors dans votre ouvrage, vous dites aussi, peut-on faire reproche aux citoyens de manquer de sens éthique quand les plus hauts personnages de la classe politique se commettent à ce point? J'ai trouvé cette phrase extrêmement intéressante au regard de l'actualité aujourd'hui. Au fond, comme le dit la sagesse populaire, l'exemple ne doit-il pas venir du haut plutôt que du bas? Quel risque actuel voyez-vous monter dans notre, société? Oh là là, un risque de dislocation. Je traverse la France d'est en ouest, du nord au sud, pour des festivals du livre, et partout je vois cette espèce à la fois de colère froide. Justement, elle est froide, la colère, parce qu'elle a le temps de macérer, hein, et cette volonté de ne pas se laisser faire. Ça peut aller très loin. Ça peut pousser les gens qui ne sont pas violents de nature à se laisser embarquer vers des voyages qui amènent vers l'inconnu. C'est comme ça que Hitler est arrivé au Bien pouvoir. sûr. Il ne faut pas se laisser abattre en se disant, puisqu'on a tout essayé, que ça n'a pas marché, ben cette fois-ci, on va prendre telle ou telle orientation. Moi, je respecte vraiment chacun. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, Mmh. mais pas que ça nous conduise à une société qui nous monte les uns contre les autres. Et il se trouve qu'on commence bien à se monter les uns contre les autres. Je trouve personnellement que le président, et je parle en tant que journaliste, Oui, hein, bien le sûr. fait que le président de la République ait décidé de promulguer la loi concernant les retraites en pleine nuit, juste quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, pardon, mais j'étais dans la haute administration à travers le CSA, et je sais très bien que cette fuite, qu'il a dû avoir connaissance, et le gouvernement a dû avoir connaissance, regardez En qui a amont, nommé qui en au amont. Conseil constitutionnel. Donc l'Élysée et Matignon ne pouvaient pas être comme ça, les oreilles fermées, en attendant leur hache, comme pour les journalistes. Donc ils savaient, et de laisser un peu les choses s'apaiser, et de vraiment
vraiment. J'ai rencontré le président de la République 4 fois. Je ne suis pas son ennemi. Mais de là à promulguer sa loi, en pleine nuit, quelques heures après, s'il avait 55 ans, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Parce que on a le temps, lorsqu'on vieillit, de comprendre un peu mieux les autres êtres humains et d'avoir un peu de respect. Pas comme ça, pas ça. Ça, c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave parce que ça a été interprété, encore une fois, je rencontre des gens, comme étant un bras d'honneur, en disant, allez vous faire voir. Ah oui. Hein, j'ai le droit maintenant, j'ai le droit, je signe et je promulgue la loi. C'est très, très angoissant. C'est très angoissant, c'est une colère sourde qui monte. Et Oui, mais l'arrogance. le peuple français n'est pas un peuple amorphe, contrairement à ce qu'on peut croire. Complètement. Méfions-nous de l'eau qui dort. On a l'impression que le pays dort. D'abord, il ne dort pas. Depuis le mois de janvier, il ne dort pas. Encore une fois, en dehors des jours de grandes grèves, il y a des grèves tout le temps. Je traverse le pays, vraiment, je suis allée de Nîmes à Bayonne, à Dax, à Tours, en Vendée, à Strasbourg, à Metz, enfin, à Paris, en région parisienne, à travers le pays. Et je comprends, j'entends. Ami, entends-tu le bruit sourd? Je ne vais pas faire revenir Druon, mais je ne vais pas convoquer les années 40. Mais il y a un bruit sourd dans le pays. Hein. On est complètement d'accord. Il y a un bruit sourd, attention, le danger. Qui n'est pas entendu, ou volontairement pas entendu, ou pas écouté. Et les artisans ou les patrons de petites boîtes, qui ne sont pas des foutres de guerre, parce qu'on ne peut pas mener un petit business, un petit commerce s'il y a le bazar autour. Même eux disent que ça ne peut pas aller comme ça. Qui va ramasser le fruit mûr qui va tomber? Les extrêmes, je dis bien les extrêmes. Partout où j'ai été, en reportage, dans des endroits qui se sont laissés aller au chaos, ça se voyait comment ça montait. Et ça me rappelle ça, vraiment. Danger. Alors, on va rester un petit peu dans ce domaine-là. Je voulais avoir votre regard de journaliste, justement, sur la politique française à propos de l'Ukraine. Je sais que vous en avez déjà parlé dans des interviews, et sur le traitement de l'information. Avec les chaînes d'information continue, l'analyse, la prise de recul sont-elles encore possibles? La logique des chaînes d'infos ou dites d'infos, des chaînes d'opinion, la logique, c'est d'être sur du show et montrer des gens, tiens, voilà, un paquet d'images et de sons et de bruits et de fureur qui vous émeuvent, parce que c'est vrai que l'image, c'est très tentant, l'image est un tel spectacle, un tel pouvoir d'attraction. Mais le soubassement de l'ensemble, la compréhension de l'ensemble, mérite qu'on s'y attarde de façon plus posée, plus calme. Or, aujourd'hui, de temps en temps, je vois quand même sur des chaînes, notamment sur certaines chaînes du service public, pardon, c'est un peu quand même ça, je ne vilipende pas tout le privé, hein, mais il y a un regard qui disent il faut quand même qu'on s'y arrête là ce soir, on va vous expliquer un peu le pourquoi du comment, et pas seulement Arte d'ailleurs, que regarde assez peu de gens finalement, assez peu de gens. Mais non, il faut prendre le temps d'examiner les choses, de regarder à froid. Un journaliste, surtout un journaliste d'actualité, et je parle pour ma propre gouverne, mon propre panonceau, nous avons tendance à aller vite et une info chasse l'autre, une image chasse l'autre. C'est exactement ça, en fait, actuellement. Et oui, et de donner à voir, et il faut renouveler le truc, il faut donner sa dose, il faut donner sa dose d'adrénaline ce matin, ce soir, maintenant. Et l'émotionnel. Et de regarder, et je bats ma propre coulpe, parce que coulpe d'ailleurs, je bats ma propre coulpe. Parce que la logique de l'info, c'est que ce soit neuf. Il faut que ce soit nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau? C'est la dernière image, le dernier bruit, les derniers soubresauts, et pas de regarder cette espèce de petite vague qui avance, et qui en dira davantage. Ouais. C'est d'aller vite. D'aller vite, et d'aller même si vite qu'aujourd'hui, on envoie des journalistes sur place et qui doivent raconter avant même d'être arrivés. Ça avait déjà commencé un peu à la fin de mes années de reportage au long cours pour France 3. Moi, j'ai travaillé jusqu'en 2013 sur de l'actualité bouillante et bouillonnante. Déjà, il y avait cette volonté de demander aux journalistes envoyés spéciaux de parler de quelque chose qui n'était pas encore arrivé, ou d'aller tellement vite pour battre le voisin.
Ah oui, bah oui, complètement. Et Bah oui, oui, je bien peux en sûr, parler puisque bien ça m'est sûr. arrivé entre Gaza et la Cisjordanie, donc j'étais en Israël à ce moment-là. Et le petit rédacteur en chef, je dis le petit parce que par sa dimension éthique, m'a paru très petit. Il voulait qu'on aille faire un reportage dans une partie du territoire palestinien, alors qu'on revenait de Gaza, qui est à l'autre bout. Je fais regarder la carte. Ouais. On n'avait rien vu. Il commençait à faire nuit. On a fait un sujet, c'est même pas un reportage, mais qui est ni fait ni à faire. C'est le pire reportage que j'ai fait de ma vie avec mes collègues. On en était dégoûtés à vomir. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais aller au CSA, comme ça je serai dans la machine et je verrai comment on peut changer les choses. Et c'était la grande découverte de ma vie. Et j'ai bien vu que, ma nomination par le président de la République sur un décret du président de la République, ça ne valait rien du tout, que c'était pas le conseiller du CSA, dans une sorte de conseil d'administration qui avait le pouvoir, mais la haute administration, hein, le fameux énarque. Il faut une élite, mais franchement, ceux-là, il faut qu'ils sachent jusqu'où ça s'arrêter et pas empiéter sur le domaine des autres, en particulier des élus. Hein. Moi, je n'étais pas élu, je t'ai nommé, mais voilà. Ça, j'ai bien vu comment on peut marginaliser des gens qui ont la légitimité, à la fois de l'expérience audiovisuelle était indubitable, la légitimité de la signature du président de la République, et néanmoins, vous ne valez rien parce que les dossiers qu'on va tout fabriquer, mettre sous le Oui. nez, il restera plus qu'à faire un perroquet, à paraphraser, paraphraser ça à longueur de temps. Mais il faut pas nommer de journalistes à ce moment-là, nommer que des apparatchiks, Il ça ira bien. faut surtout pas nommer des journalistes qui posent tout le temps la question pourquoi. Mais oui, mais nommer des petits apparatchiks qui vont rester le doigt sur la sécurité du pantalon, ils vont vous écouter, puis comme ça, ils auront un poste encore plus élevé la fois d'après. Alors pour revenir au CSA que vous évoquiez et que vous évoquez dans votre ouvrage, vous vous interrogez sur le rôle de la télévision dans la société. Dans une interview, vous déclariez: «La télévision influe sur notre manière de vivre ensemble. Elle concerne les rouages de la démocratie. Quel positionnement devraient prendre les chaînes, selon vous, hein, les chaînes de télévision, pour un meilleur vivre ensemble?» Alors, il y a un dirigeant de l'audiovisuel, c'était Lelay, monsieur Lelay, Ouais. qui au CSA d'ailleurs avait eu l'outrecuidance de déclarer que sa chaîne, son groupe vendait du temps de cerveau disponible. Au moins, il était Oui, franc. c'est vrai. Au moins, il était franc et il expliquait en quelques mots l'esprit, l'essence de son business model. Mmh. Qu'est-ce qu'on devrait faire? D'abord, changer la régulation. Est-ce que c'est normal que 5 personnes, et je fais partie de ces 5 personnes, nomment la dirigeante de Radio France, qui avait tous les mérites, certainement. 5 personnes autour d'une table. Mais qui étions-nous ce jour-là? Qui avait au moins un peu de connaissance de la fabrication d'une émission? Très peu d'entre nous. Il faut changer ça. Changer la gouvernance des chaînes. Faire en sorte que, un peu sur le modèle à la fois du modèle de régulation de la BBC ou des chaînes allemandes, il y ait une représentation de la société, notamment à travers ces associations qui comptent, par exemple. Hein. Je pense à Amnesty, je pense à la Ligue des droits de l'homme, qui a Ouais. été si vilipendée, je pense à d'autres associations, à des représentants du corps enseignant, à des représentants du monde du Ouais. théâtre, du monde de la culture, du monde de la spiritualité, en dehors des syndicats, qu'ils fassent partie Mmh. de la gouvernance. Pourquoi? Parce que, évidemment que l'audiovisuel influe sur le mental, sur la décision de voter ou de ne pas voter Ou de ne pas d'ailleurs. voter, tout à fait. Ça peut redonner confiance. Il faut changer ça. J'ai vu comment ça fonctionnait. Je fais partie des rares journalistes de terrain, pas que du blabla de derrière, voilà, tam-tam, à avoir été à la fois sur le terrain de reportage Ouais. local, régional, national, international, présenter les journaux, et avoir été dans la machine de l'audiovisuel sur la régulation. J'ai une véritable expérience et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mmh. C'est un peu un appel au secours aussi, en disant le journaliste ne devrait pas dire ça. C'est pas parce que j'étais au CSA qu'on va me couper les sifflets en me disant voilà, mais tu n'as pas le droit de parler de ça, tu es quand même dans un organe de régulation, tu vas cracher dans la soupe. Ben oui, je crache de la soupe, oui. Vous êtes Parce qu'elle n'est pas bonne, la soupe. Hein. en même temps, vous êtes journaliste, hein, donc Et puis je voilà. suis journaliste quand même. C'est pas rien non plus. Une Je question. crache la soupe parce qu'elle n'est pas bonne. Hein. Burk. Alors, je voulais avoir une question un petit peu plus générale parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. Et en dernière question, je voulais savoir si vous pensez que l'intelligence artificielle finira un jour par remplacer les journalistes? Alors, quand je suis optimiste, je dis que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les journalistes. Et quand je suis réaliste, je me dis attention, là, il commence vraiment à pousser le bouchon un peu loin parce que à partir du moment où on peut assembler des textes et en faire quelque chose qui tienne un peu la route, mais on ne verra que du feu.
Moi, la première peut-être, et même sans doute d'ailleurs, qu'une poupée Barbie présente les infos de l'intelligence artificielle. Et vous avez vu qu'elle est blonde, hein, elle n'est Oui, pas, oui, voilà, hein. j'ai vu, j'ai suivi. C'est pas, déjà, on fabrique quand même un imaginaire. C'était Faut pas rigoler avec ça, hein. non, mais je rigole pas du tout, mais c'est une vraie question. Voilà, que C'est une vraie l'intelligence, question. voilà, que l'intelligence artificielle nous permette d'aller regarder dans le foie, dans la rate, dans le corps de l'être humain, très bien, Oui, hein, oui. très bien, très bien. On dit maintenant que les psychiatres eux-mêmes vont s'effacer de plus en plus derrière un Non, robot. mais c'est préoccupant. Enfin, c'est Est-ce qu'on veut de ça? Voilà, la question c'est, voulons-nous d'une telle société? Est-ce qu'il est encore temps d'arrêter la machine? Je me souviens, il y a très, très, très longtemps, j'avais vu un film avec un robot qui à la fois avait un côté presque humain avec une petite fleur qui tendait à un enfant, et puis de l'autre côté, son visage montrait à quel point il pouvait être effrayant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le visage est avenant. Le ah oui, visage tout à de fait, l'artificiel tout à est fait. avenant. Puis il y a l'inquiétude aussi pour ChatGPT. Oh là là, mais C'est bien pour entendu. l'écriture. Enfin Mais voilà, depuis le mois c'est très de préoccupant. novembre, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, je me suis dit: «Mais attention, parce que là, on va c'est le L'écriture, domaine». oui, Oui, l'écriture peut et bien la pensée, enfin et fabriquer. C'est le complètement. grand rêve Ouais, de tous les dirigeants de dictatures, ouais. et on va tous ressembler à Ah la non, Corée du non, Nord. on va essayer non, on va essayer de pas le faire. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on est encore temps de C'est une vraie préoccupation. ah oui, c'est l'être humain, c'est la dimension de l'humain dans l'univers. Alors, déjà, on ne respecte pas beaucoup les animaux alors qu'ils ont une véritable sensibilité. Si on écrase aussi l'humain, alors là, le reste Et va la être pensée humaine. et la pensée, c'est la différence. Ouais, c'est ce qui fait Mon la animal différence. pense, hein, je vous dirais, hein, parce qu'il est assez manipulateur. Il a une dimension de pensée. Une dernière question, Maïmouna Interman. Quels sont vos projets d'écriture, éventuellement de livres, tout en continuant à travailler? Parce que vous travaillez, en tant que journaliste, à la Dépêche du Midi et au Midi Libre. Alors, j'écris chaque semaine une chronique pour la Dépêche Midi et le Midi Libre. Et là aussi, là, je peux vous assurer que jamais ils m'ont fait pression de dire faut écrire comme ci ou comme ça ou tel sujet. Je veux absolument pouvoir continuer à dire mon mot. Et puis par ailleurs, je découvre un autre monde parce qu'il y a des étapes dans la vie. Donc, je suis au stade 3 ou 4 de mon existence. Et mon fils, qui a été réalisateur de l'audiovisuel, qui a fait une école de l'audiovisuel, a ouvert sa propre clinique vétérinaire après avoir été salarié, donc construit son expérience. Et je suis Madame Serpillière pour l'instant. Je rencontre beaucoup de monde et je nourris mon expérience de la vie des autres. Oui. Et j'écrirai probablement quelque chose sur ce si grand besoin des gens de se confier à un animal. Beaucoup de gens aujourd'hui Oui. n'ont plus d'êtres humains autour d'eux. Alors, il y a la machine, en effet, qui menace, mais combien de gens sont arrivés dans cette clinique vétérinaire en me disant à quel point l'animal qui est là dans les bras est devenu le point crucial, central de leur vie. Alors, je ne dis pas que l'animal est mieux que l'homme, etc. Non, non, Je rentre non. pas dans ce jeu-là, mais ça en dit long Ça quand en dit long même. sur le manque aussi. Ah oui, sur l'état de manque, de misère que nous avons. Moi-même, j'ai un chien et le chien nous a beaucoup aidés quand mon mari est tombé très malade. Il a fait une tentative de suicide. Le chien l'a gardé. Le chien l'a gardé. Ça paraît fou. Le chien joue au football avec lui. Le chien dort dans sa chambre quand je ne suis pas là. Quand je suis là, il monte, il va dans son, dans sa, voilà. Ça me pose des questions. Oui, je vais les regarder. Tous ces gens qui viennent, je vais les écouter. Je vais les regarder. Je vais essayer de pas les trahir. Mais ça m'interpelle. Et dans mon enfance, moi, j'aimais pas les chiens. J'avais très, très peur d'eux. Puis on n'avait même pas à manger. Nous, comment on allait donner à manger aux chiens? Déjà, le poulet, le seul poulet qu'on avait, se nourrissait tout seul, le cochon aussi. Mais le chien, comme nounou, le chat comme nounou, c'est ça. Regardez partout où vous allez, dans tous les commerces, y compris les commerces de discount, il y a de la nourriture pour animaux. C'est un autre espace que j'explore. Voilà. Merci à vous, Maïmouna Interman, pour cet Merci entretien. Marie-Hélène. Et je rappelle que votre ouvrage, Une journaliste ne devrait pas dire ça, Point d'interrogation. Point d'interrogation, est publié chez Hugo Doc. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. C'est extra ce que vous faites, vraiment. C'est très gentil, merci.